Allez, Laurent, vas-y. Bonjour à tous, donc Laurent Gary, Société SET. On a le plaisir de vous accueillir pour ce second webinaire concernant le Thermolab. Pourquoi second webinaire? Donc, il y en a eu un la semaine dernière. Il n'est pas indispensable d'avoir suivi celui de la semaine dernière pour suivre celui-ci. Mais on avait eu, le précédent était beaucoup axé sur la modélisation. On avait terminé par la régulation et on a eu quelques demandes de participants à approfondir un peu cette partie-là, donc demande à laquelle on a répondu. Je suis content de voir qu'à nouveau, une cinquantaine de personnes désirent se suivre ce webinaire. Donc, preuve qu'il fallait le faire. Donc, c'est Jackie Gontier, donc, qui est auteur chez nous depuis un petit nombre d'années, qui va faire la présentation du webinaire. Donc, c'était réalisé en association avec MathWorks, qui nous aide pour toute la partie développement sur MATLAB Simulink. Donc, Ascension participe également au webinaire, représentant MathWorks. Donc, je vous souhaite un bon webinaire à tous. Fred va vous donner les quelques réglages, les quelques informations qu'il a déjà données auparavant pour pouvoir participer. Et le but, c'est de créer aussi un échange. Donc, je répondrai aux questions qui ne seront pas répondues en direct, éventuellement par le QR. Voilà. Je laisse la parole, Fred. Voilà, Bon webinaire à tous. voilà, merci Laurent. Voilà. Donc moi je suis Frédéric Collier de la société ERM. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a le plaisir avec SET de vous présenter ce nouveau webinaire sur les asservissements et la régulation, en approfondissement un petit peu de celui qui avait été fait sur la thermique. Mais il n'y a pas de nécessité, il n'y a pas un prérequis de voir celui sur la thermique pour pouvoir suivre celui-ci, puisqu'on va on va s'axer sur les asservissements. Juste une petite chose, moi, ça va être des détails de fonctionnement au niveau de la plateforme. Vous avez donc trois petits boutons sur votre écran. En principe, vous avez converser, QR et lever la main. Donc converser, en fait, ça ouvre un petit chat sur le côté, sur le côté, sur une fenêtre, où là, vous pouvez aisément discuter avec nous, les participants, pourquoi pas poser quelques questions. Mais bon, sachant que la fenêtre peut dérouler assez vite pour les questions-réponses, je vous préconise par contre d'utiliser le bouton Q et R, qui est ce bouton spécifique. Il permet de poser votre question. On va essayer de le suivre avec Laurent au fil du temps, et puis voir si ça tient une question, pourquoi pas interagir avec Jackie pour pouvoir vous donner des réponses en direct. Ce webinaire, il est enregistré. Donc, vous avez levé la main, excusez-moi. Vous avez levé la main, pourquoi pas en fin de conférence. On peut essayer de faire un petit échange à l'oral. Donc, ce webinaire est enregistré. Il sera ensuite disponible sur la chaîne YouTube de SET ainsi que sur la chaîne YouTube de RM. Voilà. Un grand merci de nous avoir rejoints. Merci aux encadrants, inspecteurs des DFTP, également et également de nombreux professeurs. Voilà, allez Jackie, je te laisse la main. Alors, excusez-moi, comme d'habitude, pendant, pendant le webinaire, j'ai peut-être un petit peu coupé ma webcam. C'est simplement, voilà, je suis confiné comme tous, je suis confiné. Je ne suis pas relié à la fibre et donc c'est pour éviter peut-être de saturer trop mon réseau. Voilà, de garder un peu de bande passante. Allez, je vous souhaite un très très bon webinaire et puis sur ce, Jackie, je te donne la parole. Eh bien, merci Fred. Donc, je suis Jackie Gontier et j'ai la joie de vous animer ce webinaire depuis mon séjour, puisque moi aussi, je suis confiné, comme la plupart d'entre vous, je suppose. Donc, on va œuvrer aujourd'hui sur les asservissements en régulation. En fait, il s'agira de régulation. Et je tiens à préciser tout de suite qu'il ne s'agit pas d'un cours sur les asservissements. Le but de notre webinaire est de vous montrer une démarche qui
permet d'aborder les asservissements, disons, au niveau pré-bac, sciences de l'ingénieur ou STI 2D, par exemple. Alors, je précise tout de suite qu'il ne s'agit pas d'un modèle de démarche, hein, c'est une proposition. Ensuite, chacun, évidemment, est libre d'adapter sa pédagogie, comme vous le savez. Donc, concernant le support didactique, il s'agit du Thermolab qui a été développé donc, par la société SET. Je vous le présente rapidement, je l'ai fait la semaine dernière, mais il y a peut-être des nouveaux dans les auditeurs. Donc, très rapidement, il s'agit d'une bouilloire thermorégulée, donc assez classique, sauf que celle-ci est, d'abord, elle est française, et puis, sur le plan technique, elle est assez intéressante sur certains aspects que vous verrez en cours de webinaire. Donc là, je vous montre, par exemple, dans l'axe de mon index, vous voyez la sonde de température qui est au fond de la cuve. La cuve est en inox qualité alimentaire, laquée noire. Dessous, nous avons la connectique entre le socle et la bouilloire elle-même, donc avec 4 sorties, l'accès à la résistance de chauffe et à la sonde, ce qui fait 4 sorties. Là, nous avons le socle classique avec des boutons de réglage et l'affichage de la température. Nous reverrons ça ensuite. Alors, la didactisation proprement dite, donc vous avez ici une carte qui fait tout le socle que vous voyez là, qui a été développée donc par la société SET. La problématique de la didactisation étant, une des problématiques étant que la bouilloire, évidemment, fonctionne sur le secteur 230 volts, donc problème de sécurité à régler avec des amplis d'isolement, entre autres. Le pilotage et le rapatriement des mesures se fait sur une carte Arduino. Nous avons également ici une carte destinée à faire l'adaptation entre une sonde qu'on peut rajouter, qui est une sonde PT100. Donc, on a une adaptation PT100 avec sortie SPI, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est une sortie numérique vers la sous 15 bits, donc avec une haute précision. Là, vous avez d'autres circuits d'isolement qui permettent d'aller sur un connecteur, qui permettent de faire des manipulations en extension, tout en protégeant la carte Arduino, entre autres. Voilà, donc ça, c'est très rapidement. Juste pour vous présenter sous forme synoptique, hein, ça permet d'être un peu plus clair. Donc là, vous avez la bouilloire dans sa version native, la sonde de température, résistance de chauffe, là, la carte électronique que vous avez vue avec les désamplificateurs d'isolement, la carte à microcontrôleur, donc Arduino. On récupère le signal de la CTN, on récupère la tension et le courant instantané dans la résistance. On a également une conversion en une conversion RMS-DC, donc de valeur efficace en valeur continue, donc ce qui permet de faire certaines manipulations. Nous avons également le forçage du relais statique, des commutateurs qui sont derrière, et vous avez devant la boucle qui permet de faire la mesure de courant, la sortie tension sur une prise BNC et avec un transformateur, évidemment, pour des questions de sécurité. Et donc ici, un relais statique qui permet de commander la résistance par la carte électronique de façon à pouvoir, entre autres, travailler sur les asservissements dont nous allons parler aujourd'hui. Et puis là, vous avez les sorties vers le connecteur d'extension avec des circuits d'isolement. Nous avons la liaison SPI qui sort, la tension CTN, le retour vers le relais statique. Donc, tout cela permet de monter des expériences ou des petits projets à l'aide, entre autres, d'une mallette pédagogique qui est fournie avec
le système. Donc, je vais brancher la bouilloire sur le 230 volts. Je réduis ceci dans l'immédiat. Voilà. Ensuite, je vais mettre une bouilloire avec de l'eau dedans. Alors, tout au long de ces manipulations, je précise que cette bouilloire fonctionne entre 0,5, c'est les données fabricants, 0,5 litres et 1,2 litres. Donc, 0,5 litres étant, par rapport aux asservissements, la valeur de volume d'eau la plus contraignante. Je précise au passage, par rapport à ces problèmes d'asservissement, c'est que nous avons peu d'eau. Donc, si vous regardez en 0,5 litres, ça fait ceci. Hein. J'essaye de montrer ça correctement. C'est le premier trait ici, donc ça fait très peu d'eau au fond de la bouilloire. Et nous avons une puissance de chauffe de 2000 watts. 2000 watts, c'est la puissance de chauffe d'un chauffe-eau type Cumulus de 200 litres. Donc, 2000 watts pour 0,5 litres, en termes de régulation de température, c'est très contraignant. Voilà. Je vais simplement vous exposer la démarche que j'ai imaginée pour ce webinaire. Donc, l'idée, c'est de se placer dans une démarche, entre guillemets, d'ingénierie assistée et raisonnée. On ne va pas faire une démarche tous azimuts. Là, on va quand même être assez guidé. Donc, surtout sur un webinaire d'1 heure environ. Donc, on va partir sur cette démarche-là. Donc, on se fixe un cahier des charges. Alors, je vais imaginer un petit laboratoire voudrait utiliser des bouilloires thermorégulées grand public pour chauffer de l'eau, avec un temps de montée le plus court possible. Il est évident que si on se donne 10 minutes pour chauffer un demi-litre d'eau, on va pouvoir y arriver sans problème, avec une grande précision et ainsi de suite. On veut également, donc, temps de montée le plus court possible, autrement dit du même ordre que celui de la bouilloire dans sa version native, on va dire. Une précision meilleure que plus ou moins 1,5 degré, plus ou moins 1 degré si possible. Une fois la température de consigne atteinte, l'eau doit être maintenue à cette température. La quantité d'eau peut varier de 0,5 à 1,2 litres, c'est les possibilités de cette bouilloire-là. Et on doit pouvoir régler la consigne de 50 à 90 degrés. On peut même aller un peu plus bas si on veut, mais bon, on se fixe 50-90 degrés, part pas de 1 degré. Et on peut également faire mieux si on veut. Alors, pour ceci, j'ai imaginé un organigramme de ce type. Donc, on a notre thermolab. On va d'abord commencer, comme vous le voyez, par vérifier les performances originelles du produit. Si les performances originelles correspondent à notre cahier des charges, eh bien, on a fini. Enfin, vous vous doutez qu'en principe, ça ne doit pas correspondre. Ensuite, si elles ne correspondent pas, on va commencer par travailler en simulation sur un modèle multiphysique. Alors, travailler à la recherche d'une solution. Un modèle multiphysique qui a été validé, c'était le webinaire de la semaine dernière. Donc, on va reprendre ce modèle multiphysique, je vous en reparlerai rapidement. Donc, on part d'un modèle multiphysique, évidemment, on le met en situation de régulation de température. Et puis, si le modèle semble avoir des performances OK, alors si elles ne sont pas performantes par rapport à notre cahier des charges, eh bien, il faut continuer en simulation. Hein. L'idée étant qu'on ne passe pas à des essais sur le réel tant que ça ne fonctionne pas à peu près correctement en simulation. Bon, une fois que ça semble fonctionner en simulation, là c'est pas non, là c'est oui, vous en doutez. Je me suis mal relu.
Voilà. Alors, on passe à des tests sur produits réels. Si les performances sur produits réels sont OK, on a fini. Mais vous verrez que par rapport à ce qu'on va faire en simulation, dans un premier temps, les performances ne seront pas OK. Donc, il faudra repartir sur la simulation sur modèle en prenant en compte ce qu'on a observé sur le réel. Et voilà, donc, et puis évidemment, à l'arrivée, il faudra qu'on arrive à trouver la bonne régulation, puisque c'est l'objet de notre étude. Voilà. Donc, pour cela, je vais simplement vous rappeler rapidement le modèle le modèle de la partie opérative. Hein. Donc, c'était celui-ci. Alors là, il s'agit d'un modèle simplifié, mais grossièrement, on a ici, on a retenu simplement sur le plan transfert, donc des transferts par rayonnement couvercle air ambiant, transferts par convection couvercle air ambiant, transfert par rayonnement paroi air ambiant, transfert par convection. On a une masse thermique. Alors, plus loin, on travaillera avec d'autres modèles éventuellement plus complets. Mais bon, celui-ci, c'est juste pour vous montrer qu'on arrive à un modèle relativement simple. Les transferts par conduction, on a montré qu'ils n'étaient pas très influents, par exemple. Donc, si on les enlève, ça ne change pas grand-chose. Alors, on peut passer là simplement pour vous montrer que le modèle que celui-ci, je ne voulais pas montrer la semaine dernière, mais je le montre cette semaine à tout le monde. Donc, ça, c'est la même chose que le modèle multiphysique, donc en version Simulink, c'est-à-dire avec des blocs Simulink. C'est un modèle dit causal. Là, il n'y a pas de grandeur physique. Hein. Dans Simulink, on ne travaille pas sur des grandeurs physiques, on travaille sur des signaux sans grandeur. Et donc, si je fais fonctionner les deux modèles en même temps, j'espère que ça va fonctionner. Ah oui, il faut que je vous le... Voilà, je vais vous montrer le scope. Vous auriez pu voir le scope qui... Je vais simplement vous le refaire. Run. Alors, là, vous avez les en rouge, c'est un relevé de température qui s'est importé quand j'ai ouvert cet applicatif. Donc ça, c'est le réel. Et puis, en bleu et en violet, vous avez les deux modèles qui se superposent. Alors, ils se superposent tellement bien qu'on n'en voit qu'un. Alors, d'ailleurs, c'est le Simscape. Donc, c'est celui-ci on ne voit que celui-ci. Si je le désactive, donc si je fais un comment out, je vais pouvoir voir que l'autre, voilà, vous voyez, le bleu et le violet, là, se superposent parfaitement. Ce qui veut dire, évidemment, qu'on a bien réussi à traduire en bloc Simulink le modèle multiphysique Simscape. Voilà. Alors, juste pour terminer là-dessus, je vais simplement vous montrer qu'il y a d'autres possibilités. Ça va aller très vite. Ça, c'est pour l'aspect pédagogique de la chose. Donc là, vous avez vu qu'on a réimporté les relevés du réel. Et ici, j'ai remplacé simplement, c'est par rapport à une approche élève hein, que je vous présente ça, j'ai simplement remplacé tous les blocs Simulink précédents par les équations qui correspondent. Et donc, disons, dans une approche scientifique, on peut préférer travailler sur des équations à partir d'une guidance qui existe. Hein. Là, on utilise les équations de physique qui sont derrière ce modèle. Et donc, on obtient strictement la même chose, comme vous allez pouvoir le constater. Donc, vous avez ici les trois types de modèles possibles sur le plan thermique.
et après je vais passer à la régulation. Donc voilà, donc on retrouve bien strictement ce qu'on avait précédemment. Là, je vous réefface enfin, je vous remets, désactive plus exactement le modèle Simscape. Et donc, vous voyez que les équations, évidemment, traduisent strictement ce qui était en bloc Simulink. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Donc ça, c'est simplement un rappel sur les modèles. Alors ensuite, nous allons passer à l'aspect régulation. Donc, avant d'attaquer sur la régulation, il faut d'abord, comme vous l'avez vu dans le synoptique du début, s'intéresser aux performances de la régulation native, hein, puisque notre bouilloire fonctionne de façon native, hein, dans sa version d'origine, en boucle fermée. Vous avez vu la CTN, vu qu'on a une température réglable, évidemment, il y a bien une régulation derrière. Donc, pour cela, je vais... Alors, il faut que je me prépare. Alors, voilà. Ici, je vais simplement vous montrer sur la caméra. Voilà. Donc, j'ai programmé que je vais travailler à 70 degrés. Donc, j'ai programmé 70 degrés, vous les avez vus passer. Et quand je vais faire on, ça va commencer à chauffer. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici avec mon applicatif Simulink? Je vais simplement mesurer la température donc fournie par la sonde. Ici, vous avez la chaîne de mesure, voilà, de cette température. Donc, je lance. J'espère que le silo, oui, le silo est ouvert. Et dès que ça passe en run, alors je précise que le mode qu'on utilise ici dans la simulation, c'est un mode qui s'appelle Simulink IO. Alors là, c'est en train de mouliner, il faut attendre un peu. Le premier démarrage est toujours un peu plus long parce qu'il y a des fichiers qui sont créés, mais par la suite, quand on change les réglages, ça va beaucoup plus vite. Donc là, nous attendons que ça évolue. J'espère que j'ai appuyé sur le bon bouton. Théoriquement, c'est en train de simuler. La simulation est lancée là ou c'est une idée? Ah non. Je me disais, c'est bien long. Alors, dès que nous verrons running, je lance ici. Voilà. Donc ça, c'est la mesure de la température de l'eau de notre bouilloire. Et nous allons, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure ici, avec une consigne de 70 degrés. Alors, désolé, j'ai oublié quelque chose. Ah, c'est ça, j'arrête. Ici, là, vous avez vu qu'il y a un relais statique. Ce relais statique sert à commander la chauffe par la carte Arduino, donc pour faire notre régulation extérieure à la bouilloire. Donc, quand je vais utiliser la régulation de la bouilloire, il faut que je force ce relais statique à 1, et c'est évidemment à ce moment-là la bouilloire qui va gérer la chauffe. Donc ici, je recommence, ça prend un peu de temps là maintenant. Donc, je mets le relais statique en forçage. Il y a le commutateur là derrière, je ne vais pas tout bouger pour vous montrer, mais enfin, vous pouvez me faire confiance là-dessus. Donc, je relance. Voilà, c'est reparti. Et là, normalement, ça devrait chauffer. Nous avons laissé volontairement l'électronique du fabricant dans la boucle quand on commande
par une régulation extérieure, pour des questions de sécurité également. Donc là, vous voyez que la température monte. On dit évidemment que ça chauffe. Alors, ça prend en gros, un essai, vous allez voir, prend en gros 3 minutes grand maximum. Tout dépend de la consigne qu'on se fixe. Pour 70 degrés, on est à maximum à 3 minutes. Donc là, vous entendez normalement le bruit de la chauffe, ce qui veut dire au passage qu'on a une très forte puissance. Donc, ça émet, ça fabrique beaucoup de bulles sur le fond de la cuve. Et puis, ça fabrique aussi pas mal de perturbations dans la diffusion de la chaleur. Alors, théoriquement, si c'était de la haute qualité, ça devrait s'arrêter à 70. Donc là, alors là, je peux regarder au passage à combien j'en suis. J'avais mis l'affichage. Là, vous voyez, on est à 72. J'espère que vous voyez à peu près. Je vous fais le commentaire. Là, on est à 72 degrés, 73, 60, bientôt 74. Autrement dit, nos plus ou moins 1,5 degré, on n'a pas. Là, on est à plus 4 degrés. D'accord? Donc, je fais comme quand j'avais des élèves. Donc, 74 degrés, on est loin des 71,5 qu'on ne devrait pas dépasser. À noter aussi que le comportement de ce système est particulier, vu qu'il s'agit de chauffe. En fait, on ne fabrique pas de froid pour revenir à la consigne. Et dès qu'on a dépassé la consigne, eh bien, on attend que ça refroidisse. Donc, on compte sur les pertes thermiques pour revenir à la consigne. Donc, il vaut mieux ne pas trop dépasser parce que sinon, on peut attendre longtemps d'être à la consigne. Voilà. Donc, ça, c'est le premier constat. La régulation fabricant n'est pas des plus performantes. Par contre, en temps de montée, on est allez, on va dire à peu près 80 secondes. On verra si c'est faisable d'obtenir ce temps-là. Ça risque d'être compliqué. Mais il faudra qu'on soit dans cet ordre. Il ne s'agit pas d'aller mettre 10 minutes, comme je vous l'ai dit précédemment. Alors, on va passer maintenant à une recherche de solutions, comme je vous l'ai indiqué dans la démarche. Une recherche de solutions. Alors, simule, voilà. Une recherche de solutions en simulation. Donc, je reprends ma partie opérative modélisée. Alors, je ne sais pas quel modèle. Alors là, j'ai pris un modèle, ce n'est pas le modèle que je vous ai présenté tout à l'heure, qui était un modèle allégé, entre guillemets. Là apparaissent les conductions. Mais comme je vous l'ai dit, ça ne change pas grand-chose au résultat. Donc, ma partie opérative, ici, j'ai ma mesure de température, le comparateur ou soustracteur sur le plan mathématique. Là, j'ai ma consigne que, sous forme d'échelon, donc de 20 à 70 degrés. On va considérer évidemment qu'on est dans une température ambiante de 20 degrés, qui est à peu près vrai ici. Et puis là, on va mettre un correcteur PI, enfin un correcteur, on va dire plutôt, qui est un bloc de Simulink. Voilà, c'est un bloc de Simulink qu'on peut configurer. Alors, I tout seul, ça n'a pas grand intérêt pour nous. Donc, en proportionnel dérivé, proportionnel intégral et proportionnel intégral dérivé. Pour ce qui nous concerne en termes de régulation de température, nous n'allons pas explorer tous les modèles de régulateurs. On va commencer par un PI
qui est théoriquement le régulateur approprié. L'action dérivée, vu la forme des relevés qu'on a, ne présente pas un grand intérêt. Et on verra après ce que donne un correcteur P pour aller assez vite. Donc, évidemment, on pourrait monter un plan d'expérience un peu complet, mais bon, là, vu le temps dont on dispose. Donc, ici, je me mets en pays et puis je vais partir de réglages. Alors là, on est déjà sur les bons réglages. Donc, je vais mettre du 0,1 et puis là, je vais mettre quelque chose de très petit. Voilà. Et puis, je vais faire. Alors, là, on va faire une recherche, on va dire, un peu sans calcul. Alors là, je suis parti de réglages très, très loin de ce qu'il nous faut. Si j'observe le résultat, là, vous voyez la consigne et puis la montée en température très lente. Il faudrait attendre un bon moment avant d'obtenir quelque chose. Donc, évidemment, nos réglages ne sont pas corrects. Alors, en termes de calcul de correcteur, donc proportionnel intégral, en termes de calcul, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, nous n'allons pas faire un cours sur les asservissements. On pourrait éventuellement aborder le calcul de ces correcteurs. Ici, nous sommes en pré-bac, donc la question n'est pas de calculer les correcteurs, mais de trouver des correcteurs qui conviennent. Alors, dans Simulink, il y a un outil qui est très performant, qui est le Tune, le PID Tuner. Donc, là, j'ai activé ce tuner et il va me permettre de rechercher le bon couple de réglage de P et de I. Alors, ouais, ça y est, ça je sais ce que... Ah, j'ai un coup de téléphone intempestif. Voilà, excusez-moi. Donc, c'est reparti. Là, il y avait le message, c'est bizarre parce que je vais corriger ça, mais je suis bien dans... Alors, bouge, je vérifie quelque chose. Ouais. Ouais. Je pensais avoir corrigé ça. Alors, il y a une simple question d'appellation de bloc qui, des fois, génère des messages. Donc, je reprends mon tune PID. Voilà. Donc, ici, nous avons la réponse du bloc d'origine et le couple de réglages qu'on a actuellement. Donc, on va rechercher une réponse qui correspond à notre cahier des charges. Donc, en fait, comme vous l'avez vu, il était très lent. Notre réponse est très lente. Donc ici, je la rends plus rapide. Alors, il faudrait que je zoome. Et puis, alors là, elle n'est toujours pas assez rapide. Oui, c'est ça. Alors, il y a une guidance de tout ça. Voilà. Alors, il faut que je zoome rapidement. Je vous fais ça rapidement parce que j'ai fabriqué une guidance, mais il faudrait la détailler. Donc ici, je zoome sur ma réponse.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici la rapidité. Alors, on a dit une centaine de secondes. Tout à l'heure, on a vu une centaine de secondes. Donc, on se dit, on va essayer de retrouver une centaine de secondes. Et puis, alors ça, c'est ce que vous avez en pointillé, c'était l'ancienne réponse. Hein. Et ici, vous voyez, alors, je vous remontre les réglages. Voilà. Quand j'agis là, vous voyez, le temps de réponse, slower, faster. Donc, je joue ici sur le temps de réponse. Je peux augmenter, diminuer. Et puis ici, je joue sur le comportement transitoire, transient behavior. Donc, si je le rends agressif, vous voyez qu'on a du dépassement. Donc, avec notre régulation de température, ça risque d'être compliqué. Il faut s'arranger pour ne pas avoir de dépassement. Donc, je vais vers robuste. Vous m'arrangez pour avoir un minimum de dépassement. Alors, je peux ici encore, alors je vais revoir un peu mes réglages pour avoir un couple, si vous voulez, en cherchant bien, le couple qui ne va pas trop mal, c'est à peu près de cet ordre. Voilà, pour une centaine de secondes de temps de montée. Parce qu'après, on va essayer ça sur du réel, et si on part sur des choses très agressives, sur le réel, on n'a aucune chance que ça fonctionne. Donc, il vaut mieux faire quelque chose de pas trop agressif dans un premier temps. Donc là, j'ai une paire de réglages de P et de I. Donc, ces réglages, je peux les renvoyer, vous voyez, update block, je vais les envoyer à mon bloc PI. Alors, théoriquement, ça doit être passé. Oui, ça a dû être passé. Donc, ici, je ferme. Voilà. Et vous voyez que mes réglages précédents sont passés dans mon bloc pays. Et donc là, il n'y a pas eu de calcul, on est simplement parti de considération, de comportement de notre système. Donc là, maintenant, je vais faire un essai. Alors tout à l'heure, vous vous souvenez que c'était très lent. J'avais mis des réglages très faibles volontairement. Là, on observe qu'on a une réponse, on va dire, assez satisfaisante, avec évidemment, vu qu'on a une action intégrale, normalement, on a une erreur statique. Alors, elle existe toujours, mais elle est très faible. On est de l'ordre de 0,2 degrés. Voilà. Donc, j'ai trouvé les bons réglages, entre guillemets. Alors, je rappelle ces réglages. On est à 4,29. Bon, on va arrondir à 4. Et puis, 0,003 pour l'action intégrale. Voilà. Donc, je vais maintenant, j'ai fait ça en simulation, et je vais maintenant tester ça sur le réel pour vérifier si ça fonctionne. Si ça fonctionne, alors BF, PI. Voilà. Si ça fonctionne, eh bien, on a fini. Donc là, la différence par rapport à tout à l'heure, c'est que notre régulateur PI, cette fois-ci, c'est un régulateur qui fonctionne en échantillonné. C'est un PI de Z. Alors, pour nous, ça ne change rien, puisque on continue à travailler avec des réglages P et I classiques. Mais par contre, ça va fonctionner en échantillonné, en tenant compte, évidemment, de la fréquence d'échantillonnage, et ainsi de suite. Je fais simplement OK. J'ai mis les réglages que j'avais trouvés en simulation. Et ici, j'ai le modèle donc, qui va piloter. Alors là, il ne s'agit plus d'un modèle, en fait, il s'agit d'un applicatif, pour faire simple, qui va d'une part commander le relais statique. Donc là, je
bascule, vous voyez passer ma main, je bascule l'interrupteur, cette fois-ci pour me mettre en commande par le relais statique, donc par la carte Arduino. Ici, nous avons le modulateur qui convertit la commande, la sortie du bloc PID en PWM, c'est-à-dire une commande en rapport cyclique variable. Donc ça, c'est la chaîne de commande. Et puis, nous avons la mesure, donc par la CTN, c'est la même chaîne de mesure que tout à l'heure, mais cette fois-ci, évidemment, nous avons la régulation complète avec le soustracteur, correcteur, la commande, la sortie commande et le retour de mesure. Voilà. Donc, partant de là, je vais... Alors, la seule chose qu'il faut faire, ne pas oublier tant qu'à faire, donc j'ai basculé la commande du relais statique. Cette fois-ci, il n'est plus forcé à 1, il va être commandé par la... J'arrête la bouilloire. Il va être commandé par la carte Arduino en partant de Simulink. Donc, je change de bouilloire. Je prends l'autre qui a l'avantage d'être déjà à température ambiante. Je mets un demi-litre. Voilà, j'ai ma bouilloire. Je vais montrer ça. Voilà, donc je mets ma nouvelle bouilloire avec un demi-litre. Alors évidemment, en pratique, on va vider la bouilloire. On va remettre un peu d'eau fraîche, on va dire, pour refroidir la cuve. Et puis, on va remettre de l'eau, le demi-litre d'eau qui convient. Donc là, cette fois-ci, je remets sous tension ma bouilloire. Voilà. Alors ici, il faut que j'arrête ça. Voilà. Comme ça. Et ici, oui, alors je réfléchis si je n'oublie rien. Donc je reviens à mon applicatif. Voilà. Donc, il suffit maintenant de lancer la simulation. Ah oui, c'est ça. Je voulais simplement vérifier le calage. Non, non, il n'y a rien à vérifier. Donc ici, je lance la chauffe. Et dès que ça passe en run, voilà. Ah oui, le filtre, j'ai oublié de l'activer. Ça n'a pas grande importance. Donc là, vous avez compris que je reprends le bloc pays que j'avais défini en simulation. Et je teste ce qui va se passer dans le réel, avec évidemment les mêmes réglages. Voir si ma recherche en simulation est satisfaisante. Jackie, Alors, fondamentalement, là, sur la fréquence du modulateur PWM, j'avoue, je ne me rappelle plus la réponse, si tu pourrais répondre. pardon? La fréquence du modulateur PWM. J'utilise la fréquence de base qui doit être du... Elle est modifiable, hein, mais il faut injecter du code. Mais la fréquence de base, c'est 490 Hz de mémoire. Alors là, si ça s'était comporté comme en simulation, vous vous souvenez qu'on aurait dû maintenant longer les 70 degrés, mais on s'aperçoit qu'on dépasse. Et on dépasse nettement, puisque là, je suis déjà à 72. Autrement dit,
Autrement dit, nous n'avons pas le comportement attendu. Et là, je suis à 73 degrés. Donc, conclusion, mon correcteur PI que j'avais défini en simulation ne remplit pas, n'a pas les performances attendues. Voilà. Alors, j'arrête l'essai ici, donc on constate donc que ça ne répond pas au cahier des charges. Alors, maintenant, on se dit, on va repasser en simulation. Mais pour repasser en simulation, il faut se poser la question de que s'est-il passé qui fait que nous n'avons pas la bonne réponse. Alors, si on observe le relevé, on voit ici un plateau avant que la température commence à augmenter. En fait, il s'agit physiquement je l'explique, hein, il s'agit d'un retard pur qui est lié à la diffusion de la chaleur. Au moment où on met sous tension la résistance, la sonde ne voit pas une variation de température de l'eau. C'est la question de la diffusion de la chaleur qui prend du temps. Alors évidemment, il y a de physique qui peuvent se faire là derrière. Alors dans la bouilloire, ça risque d'être assez compliqué vu qu'on a une semelle qui fait tout le fond donc, de la cuve et puis une sonde placée près du bord avec des phénomènes d'agitation un peu compliqués dans l'eau. Donc justifier par le calcul cette valeur-là de retard, c'est complexe. Je dirais même sans trop m'avancer, que c'est quasiment infaisable. Alors, observons cette zone. Vous voyez qu'on a en gros 14-15 secondes de retard. Hein, on voit un beau plateau, là il n'y a pas de filtre, hein, donc on est sur du relevé, on va dire, instantané. Donc on est à pas loin 14 ou 15 secondes de retard pur dans le démarrage, dans le comportement de dans le comportement thermique de notre système. Donc, ce retard pur, eh bien, il va falloir le mettre dans le modèle si on veut continuer à travailler avec notre modèle. Donc, je ferme ici mon correcteur PI et je reviens à mon modèle de tout à l'heure. Donc, qui avait déjà des réglages, comme vous l'avez vu. Alors ici, il faudrait rajouter un retard pur. Alors, je regarde si j'ai un modèle qui fait ça. Je vérifie. Hein. Donc, dans les modèles... Voilà. Non. Alors, je reprends. Voilà, donc ici, je vais passer à une étude. Alors, le but, évidemment, c'est de... Là, je vois qu'il est déjà 11h20, donc il ne faut pas trop que je m'attarde. Donc ici, on va passer à un nouveau modèle directement. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ce modèle? On trouve le régulateur PI. Alors, je le ferme pour le moment. Et dans ma partie opérative, ici, j'ai rajouté un retard pur, qui est le retard pur qu'on vient de constater sur le système réel. Donc, j'ai rajouté ce retard pur dans le modèle donc, de la partie opérative, la partie thermique. Et puis, évidemment, si je rajoute simplement, alors, oui, c'est ça, j'ai oublié quelque chose, désolé. Si j'avais rajouté, alors je reviens un peu en arrière, c'est ce que je me disais qu'il fallait que je fasse.
Ici, j'ai mon pays. Voilà. Donc là, j'ai des réglages à peu près ceux que vous avez vus tout à l'heure. Et ici, je vais mettre le retard pur. J'ai oublié cet aspect. Donc, là, pour ajouter ce retard pur, c'est assez simple. Vous avez dans les bibliothèques, hein, on cherche, par exemple, delay. Voilà, delay. Voilà. Vous avez ici, par exemple, transport delay. J'avais un modèle où il y était, mais je ne sais pas où il est passé. Non, je n'est pas passé. Voilà. Ici, je règle mon retard pur à 15. Alors, le but de ça, évidemment, c'est de vérifier que si je rajoute mon retard pur, j'obtiens bien une réponse comme celle que j'avais mesurée. Parce qu'il pourrait y avoir une autre cause à la différence. Donc, je reprends en rajoutant le retard pur dans ma partie opérative et on observe bien ici qu'on a du dépassement, comme dans le relevé. Donc, il va falloir trouver une solution. Alors, à ce stade, il y a différentes solutions. Évidemment, en pré-bac, les élèves ne sont pas en mesure de choisir une solution. Donc là, on va les orienter. En fait, ils vont simplement tester une solution qui est, on va dire, appropriée pour des systèmes à grand retard pur. Là, nous avons quand même un grand retard pur par rapport au temps de montée. Donc, conclusion, la structure de régulation qui convient pour ce type de système à grand retard pur, c'est ce qu'on appelle un prédicteur. Donc, on va réaliser ce qu'on appelle une régulation pays retard ou pays plus prédicteur. Alors, en quoi consiste le prédicteur? Donc, il y a plein de littérature là-dessus. Je crois que vous avez sorti quelque chose sur... Voilà. Voilà. Alors, prédicteur, en complète, c'est prédicteur de Smith. Alors, je ne vais pas vous faire de l'humour facile concernant Smith. Donc, en quoi ça consiste? Donc, vous voyez que c'est pour les systèmes à grand retard. Au passage, là c'est une information que j'ai prise sur l'INP Grenoble, l'INPG. Hein, donc, vous pouvez vous reporter à ce site. Il y a des informations sur les régulations qui sont très intéressantes. Alors, ce prédicteur ici, en quoi consiste-t-il? Donc là, vous avez une structure qu'on retrouve également ici. Vous avez donc le correcteur pays dont on parle, le procédé qui comporte, lui, une partie linéaire, donc la partie P, on va dire, et un retard pur. Donc, ça, c'est la structure de départ. Et tout à l'heure, nous avions le retour ici, tout simplement. Alors, en quoi consiste la mise en place d'un prédicteur? Eh bien, on va mettre en réaction une partie P et une partie R qui est une modélisation du procédé. La partie P étant la partie linéaire, comme je vous l'ai dit, et la partie R étant le retard pur. Et donc, on va construire, ça c'est la même chose que ça. Donc, on va construire une régulation qui va avoir cette forme. Toute cette partie-là est incluse dans ce bloc prédicteur. Donc, mon process, il est là, mais je l'ai modélisé. Donc, ça, c'était un modèle, ça, c'est le modèle Simscape.
Ce modèle, comme vous l'avez vu, comme vous avez vu la réponse, eh bien, ce modèle, en fait, c'est un modèle dit du premier ordre. Et donc, ça, c'est la partie linéaire de mon premier ordre. Et ça, c'est le retard pur. Alors, théoriquement, c'est 15 secondes, mais là, pour des questions de réglage, on est à 20 secondes. Mais c'est de l'affinage, en fait. J'aurais pu mettre 15 secondes. Alors, comment on a modélisé la partie linéaire? En fait, c'est simplement à partir, alors, à partir du, je dois l'avoir mis là-dedans. Non, pas là-dedans. Je l'ai mis là-dedans. Où est-ce que je l'ai mis? Alors, ah oui, je l'ai dans des fichiers qui sont ici. Voilà. Donc, quand on prend, par exemple, notre modèle, un relevé, pardon, relevé à 1 demi-litre, donc c'est celui-ci, eh bien, on peut déterminer d'abord que c'est un premier ordre. Alors, si j'ai un peu de temps vers la fin, mais ça risque d'être compliqué, je vous montrerai comment on peut faire ça avec MATLAB. Et ici, donc, on a un premier ordre à 63% de la valeur finale. On obtient ici la constante de temps. Et puis, le gain, eh bien, on le calcule ici. Vous voyez que pour 1 demi-litre, on a 1,17 avec une constante de temps de 2300 secondes. Voilà. Donc, ça, c'est mon modèle. Alors là, j'ai mis 2400, ça n'a pas grande importance. Et voilà donc la construction de mon modèle avec donc une régulation plus performante, théoriquement. Comme je vous l'ai dit, au niveau pré-bac, l'élève ne va pas inventer, entre guillemets, cette solution, mais on va simplement lui demander de l'expérimenter avec certains réglages qu'il va pouvoir déterminer. Donc, si je simule ceci, voilà la réponse que j'obtiens. Donc, on voit bien toujours le retard pur, donc ça c'est le retard pur de notre partie opérative hein, qui apparaît ici. Donc c'est celui-ci. Et avec notre prédicteur, on obtient cette réponse-là. Donc tout à l'heure, avec le pays seul, nous avions un dépassement et puis un retour très long vers la consigne. Donc là, nous voyons bien que, alors la montée est un peu étrange, mais c'est le prédicteur qui fait ça. Et donc, nous voyons ici que nous n'avons pas de dépassement. Donc, conclusion, nous allons expérimenter cette solution sur le système réel. Alors, relevé. Alors, on aurait pu faire le relevé à part, mais là, je vais vous montrer assez rapidement une possibilité offerte par MATLAB Simulink qui est de superposer le relevé réel. Donc, c'est ce que nous avons là. Hein. On retrouve l'applicatif de tout à l'heure avec la commande donc, du relais statique et puis la mesure. Alors, cette fois-ci, on a changé le correcteur. Alors, que je pourrais vous expliquer tout à l'heure, c'est pour raidir un peu la réponse, c'est-à-dire pour avoir un temps un peu court. C'est ce qui fait les espèces de marches d'escalier là que vous avez vues. On a augmenté le gain, et puis là, j'ai mon prédicteur donc, de tout à l'heure. Alors, cette fois-ci, comme nous travaillons avec une carte à microcontrôleur, la simulation va fonctionner je vous le montre. Tout à l'heure, nous étions en fonctionnement
linéaire classique. Cette fois-ci, nous allons travailler en échantillonné. Donc, avec un pas fixe de 0,5 secondes. Donc, conclusion, il faut, alors je l'ai évoqué tout à l'heure avec le correcteur PI, mais là, quand je vais inclure mon modèle de la partie opérative dans le prédicteur, eh bien, il faut que je le passe en transformé en Z. Donc là, je vais simplement montrer la correspondance avec le 1 sur 1 plus taux S, P en France, mais S pour les anglo-saxons. La transformation devient ceci, T étant le temps d'échantillonnage. Donc, nous sommes à 0,5 secondes sur 2000. Alors, j'ai volontairement baissé aussi, je me suis placé dans le cas le plus défavorable, c'est-à-dire, je me suis dit, on va pouvoir descendre éventuellement à 0,4 litres, par exemple. Donc, au lieu de mettre 2300 et quelques, j'ai mis 2000. Moins 5, puisque théoriquement, je rajoute taux. Moins 2000, taux Z-1, ce qui me fait théoriquement moins 2000 Z-1, taux étant 2000. Voilà, donc ça c'est la transformation de mon modèle linéaire en modèle transformé en Z. Ici j'ai mon retard que j'ai aussi augmenté. Alors ça c'est de l'affinage, on pourrait demander ça après dans un deuxième temps, mais ça c'est de l'affinage. Mais l'affinage n'étant pas, on aurait pu éventuellement ne pas le faire ici. Et ici, donc là, j'ai le modèle correspondant, donc avec le même pays et le même prédicteur. Voilà. Donc, je vais pouvoir faire un relevé en superposition des deux pour éventuellement comparer directement les réponses. On aurait pu faire ça, évidemment, séparément. Donc là, il faut que je remette de l'eau à température ambiante et nous allons procéder à l'essai. On a eu quelques questions là, qui sont apparues au long de la présentation. Tout à l'heure, peut-être que Laurent, ça sera sympa de les partager aussi avec les autres participants à les réponses que tu as données. Alors, désolé, je pensais que quand j'ai répondu, tout le monde voyait les réponses. Donc, on fera peut-être. Je ne suis pas sûr, donc c'est pour ça. Ok, excusez-moi. J'essaie de répondre en direct aux questions qui arrivent sur le QR. Je pensais que c'était partagé par tout le monde. Donc, on fera un petit point. On essaiera de faire une synthèse des questions et répondre à la fin du webinaire. Alors, je suis de retour avec mon changement d'eau. Donc là, je lance la simulation et je n'ai pas activé la chauffe volontairement pour voir si les deux. Donc là, vous voyez en rouge, c'est la température réelle et en vert, c'est la température. Alors, je peux arrêter tout de suite. Et en vert, c'est la température visée. Alors, pourquoi? Parce que, évidemment, dans mon modèle, il faut que je règle la température initiale. Donc là, comme nous le voyons, comme l'affiche d'ailleurs la bouilloire, mais enfin l'affichage de la bouilloire n'est pas d'une immense précision, donc c'est pour ça que je fais un relevé sans chauffe. Et donc ici nous avons à peu près 21 degrés. Donc ici je vais mettre 294 pour la température initiale et la température ambiante, je vais également la placer à la même valeur. Donc 21. Alors en espérant que voilà. Alors qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. Et là, comme ça. Là l'idée
des deux fenêtres, c'est de vous montrer à la fois le modèle complet et le modèle le sous-modèle de la partie opérative Simscape, la partie thermique. Donc, je refais un petit essai pour voir si les deux courbes se superposent bien au départ. Oui, alors ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai changé l'eau, le temps que les équilibres se fassent, donc là on va être bon, tant que les équilibres se fassent, on est revenu à 20 degrés. Enfin, tout à l'heure, on était à 21. Donc, en fait, il faut toujours attendre un petit peu. Donc là, je vais mettre 20 et ça devrait fonctionner. Voilà. Donc cette fois-ci, je vais simplement vous montrer la chose. Ça, je peux le réduire. Donc là, je mets ma... Voilà. Là, ma bouilloire est prête à chauffer. Alors actuellement, elle ne chauffe pas puisqu'elle est commandée par le relais statique. Mais elle est prête à chauffer. Alors même si elle affiche 21, en fait, nous avons plutôt 20. Mais enfin, c'est aux alentours du degré près, donc il n'y a pas d'anomalie. Donc là, je lance le modèle. Donc, nous allons avoir la superposition des deux parties, c'est-à-dire la partie réelle et la partie simulée. Voilà, donc nous voyons ici que les deux se superposent bien. Donc on est à 20 degrés en fait. Là, on entend que ça commence à, on entend ça a commencé à chauffer évidemment à T égale 0. Par contre, qu'est-ce qui se passe? Il y a un retard qui est bizarre. Là. Je vois. J'ai dû faire quelque chose. Ah oui, désolé, mais j'ai un filtre ici qui me... Voilà, il faut que je recommence. Parce que là j'avais laissé un filtre que je n'aurais pas dû laisser, normalement. Je relance. Donc là, en principe, ça devrait faire. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit dû à ça, d'ailleurs. Je pense que c'est le fait. On va vérifier. Oui, en fait, c'est le fait d'être en communication. Quand je ne suis pas en webinaire, je n'ai pas ce phénomène. Puisque là, on échange avec la carte Arduino. Donc, en fait, je vais modifier ce retard-là parce que le webinaire me met du retard dans la communication. On va simplement observer le résultat. Je vais vous montrer des relevés que j'ai fait hier, donc n'est pas ancien.
Alors, ça risque de changer. Alors, c'est les problèmes de communication avec la carte Arduino qui doivent être perturbés par la communication en ligne. Alors, si on observe la température, là, on voit qu'on a, justement, c'est ce que j'observais. Là on a du dépassement important lié justement au phénomène dont je vous parlais. Donc, si on n'était pas en webinaire, voilà ce qu'on aurait. Je suis désolé, mais il aurait fallu faire des essais là-dessus directement. Donc, je stop et je vais vous montrer des résultats que j'ai fait hier. Donc, hier, j'ai fait ces relevés que vous pouvez observer ici. Donc là, le retard pur, donc, que nous avons mesuré aux alentours de 15 secondes. Et avec ce modèle-là, je n'ai pas changé de modèle depuis hier, avec ce modèle-là, j'obtenais ces résultats-là. Donc le modèle en vert et le relevé réel en rouge. Et là, on observe qu'on est à un demi-degré près de la consigne. Sur 70, avec une consigne de 70 degrés. Si je passe à une consigne de 50 degrés, parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de faire des essais que pour une consigne, alors sachant qu'en termes de quantité d'eau, à 0,5 litre, comme je vous l'ai dit, nous sommes dans la contrainte la plus élevée. Donc, si on augmente la quantité d'eau, normalement, on a moins de problèmes de précision. Alors, à 50 degrés, eh bien, avec toujours les mêmes réglages, évidemment, on observe qu'on est à moins de 1 degré d'écart. Voilà. Et si on fait 90 degrés pour compléter, voilà. Donc, on voit bien que dans les trois cas, le modèle et le réel sont très voisins. Et puis, à 90 degrés, eh bien, on a également une réponse dans le cahier des charges. On voit bien qu'on est à moins de 1 degré d'écart. Alors, les oscillations là qu'on observe, alors vous voyez le réel, là, on a un plateau bien droit, et sur le réel, en fait, on a des petites variations qui sont normalement dues au phénomène de diffusion de la chaleur avec un demi-litre et 2000 watts, il y a quand même beaucoup d'agitation dans l'eau. Donc, c'est ce qui fait un peu sautiller la mesure. Sachant en plus que là, il n'y a pas de filtre, il s'agit du relevé direct. Voilà, donc désolé, mais le fait d'être en webinaire perturbe la liaison avec la carte Arduino. Donc, il faudrait faire des essais pour pallier ce phénomène. Merci beaucoup, Jackie. Voilà, il y a eu quelques... J'avais encore quelques petites choses à dire, mais bon. Non, vas-y, je te laisse. Alors, je voulais simplement dire, pour finir, parce que voilà, non, c'est pas ici. Je voulais simplement dire pour finir que on peut aussi exploiter il y a des fonctionnalités dans MATLAB Simulink, dans MATLAB entre autres, qui permettent de modéliser directement un système. C'est-à-dire que ça doit être ici. Voilà. Vous avez une possibilité qui utilise l'identification de système et qui permet de déterminer directement
le gain, les constantes de temps, et ainsi de suite, d'un système donné. Donc là, par exemple, à partir d'un relevé de montée en température, avec l'outil d'identification de système, eh bien, on obtient directement, donc j'ai mis ça dans un, alors je passe rapidement, on obtient là, comme vous voyez, là c'est là c'est un système, oui, c'est par rapport à la bouilloire, là, donc c'est avec certaines conditions, eh bien, on ne voit pas très bien, mais on a une superposition du relevé réel qui est en noir et du modèle du premier ordre correspondant avec le gain qui est donné là et la constante de temps qui est donnée là. Et là, vous avez le coefficient de corrélation. Ça, dans MATLAB, on peut le faire directement sans passer par des outils, on va dire, classiques. C'est MATLAB qui le fait directement. Alors là, sur un système du premier ordre, c'est assez facile à faire à la main, on va dire. Mais sur des systèmes à deuxième ordre avec des retards, etc., c'est beaucoup plus compliqué de le faire à la main. Donc, il y a un outil pour cela. Voilà, c'est cet outil qui s'appelle System Identification Tool. Voilà, donc, désolé à nouveau pour le relevé qui n'était pas très convaincant, mais c'est un problème de communication, le webinar qui nous perturbe la liaison entre Simulink et la carte Arduino. Voilà, merci pour votre attention. On a eu plusieurs questions là notamment au niveau des asservissements, où il y a des choses qui ont été passées assez rapidement. J'essaie de regrouper plusieurs questions en une seule, notamment sur la correction du dépassement qu'on n'a pas tenté de faire avec de l'action dérivée. Donc, ce que j'ai répondu, c'est que vu que c'était lié à ce que certains appellent des fois l'inertie thermique, que nous on appelle plutôt du retard pur pour ne pas faire la confusion avec l'inertie mécanique, et que vu l'importance de cette inertie, de ce retard pur qui était de 15 secondes, l'action dérivée, même avec une PID, n'aurait pas pu être corrigée. Donc, voilà, donc si tu pouvais, je pense à plusieurs questions qu'on a eues là-dessus. L'action dérivée, justement, c'est pour ça que il a fallu passer à une autre solution. L'action dérivée, d'ailleurs, j'ai testé, mais l'action dérivée ne permet pas de régler des comportements liés à des retards purs, quoi qu'il arrive. L'action dérivée, c'est évidemment la dérivée de l'écart. C'est si on a une variation rapide de l'écart. Là, c'est une question de dépassement. C'est pas l'action dérivée n'agit pas, puisque en fait, dès qu'on va avoir une commande, il va falloir attendre 15 secondes pour qu'elle se traduise par un résultat au niveau de la température. Donc, on peut essayer si on veut, mais ça ne va pas fonctionner. Sur une structure comme celle que nous avons, le plus simple, c'est le fameux PI retard ou PI plus prédicteur. Ça, je vous demande de me croire sur parole, mais donc, ça ne peut pas fonctionner, l'action dérivée. Il y a une question qui est très pertinente et je pense que, qui est la régulation par Brandt est bien du type tout ou rien, alors que celle proposée en module de puissance de la résistance chauffante via PWM. Alors, oui, donc du coup, la régulation Brandt est bien enfin, c'est pas du tout ou rien, il y a un prédicteur qui est à l'intérieur, mais comme on l'a vu, c'est le tout premier essai qui a été fait, elle ne permettait pas de rentrer dans le cahier des charges, d'où l'évolution de la commande vers une commande PWM pour réduire l'écart qui était de grosso modo, enfin, il dépend un peu de la température, ça on l'a vu au niveau des essais, qui est autour de 2 degrés, 2 degrés et demi, et là on cherchait à avoir un écart de moins de 1 degré. Tout à fait. Mais la régulation Brandt, visiblement, donc, pas communiquer d'infos là-dessus, il y a des sortes de secrets industriels, et puis, bon, voilà. Mais vu le résultat qu'on obtient, la régulation Brandt inclut théoriquement un prédicteur. Vu le fonctionnement d'ailleurs,
ça chauffe un moment, ça s'arrête, ça repart, et ainsi de suite. Alors, pourquoi la régulation Brandt est-elle moins performante? En fait, déjà au départ, Brandt a dû privilégier le temps de réponse. Le client, quand il veut se faire une tasse de thé, il ne veut pas attendre 10 minutes que l'eau soit à température. Donc, il y a cette notion de temps de réponse, d'une part. Ensuite, sa contrainte à lui, à Brandt, c'est que le réglage se fait par pas de 5 degrés. Donc, tant qu'on ne dépasse pas le pas, alors théoriquement, il ne faudrait pas dépasser la moitié du pas, sinon en termes de précision, hein, tant qu'on ne dépasse pas le pas, disons que enfin, la valeur de pas se justifie. Il est évident que si on avait un pas d'1 degré et puis qu'on se retrouve à plus 5 degrés, ça ferait désordre. Donc, il y a aussi cette notion de pas, donc qui est la contrainte de Brandt. Nous, on n'est pas à la valeur du pas, nous, on s'est dit 1,5 degré, 1 degré si possible. Donc, c'est plus contraignant. Et alors, il y a aussi également une troisième chose pour Brandt, c'est que la commande de la résistance, donc de l'actionneur, se fait par relais, et non pas par relais électromagnétique, et non pas par relais statique. Donc, pour économiser le relais électromagnétique, eh bien, il ne faut pas le faire commuter trop fréquemment. C'est pour ça qu'on a des à-coups de chauffe. Et donc, à ce moment-là, comme on ne peut pas le moduler, on va dire, aussi finement qu'un relais statique, de façon à l'économiser, comme je l'ai dit, eh bien, on a également des problèmes après de précision au final. Bon, j'espère avoir répondu à peu près complètement. Oui, oui. Et justement, je rebondis là-dessus parce qu'on a eu la question de voir la commande en même temps qu'on voyait la chauffe si c'était possible. Donc, j'ai répondu par l'affirmative. Je ne sais pas si tout le monde l'a vu. Donc, on pourrait mettre un chronogramme en parallèle sur lequel on verrait la commande du relais statique en parallèle de ce qui se passe. Et d'ailleurs, dans le Tune PID qu'on peut faire avec je peux vous le faire. De Smith, on peut également jouer sur ce paramètre-là du nombre de commutations. On l'avait fait. C'est un paramètre sur lequel on peut jouer. Comme l'a dit Jackie depuis le début, l'idée c'est de pouvoir l'aborder avec des élèves de prébac. On ne va pas rentrer peut-être au niveau du webinaire dans toutes ces notions-là, mais c'est des choses qui sont possibles, qui sont rendues possibles par l'outil MATLAB Simulink. Tout à fait. En fait, pour voir la commande, alors c'est avec les nouvelles versions de MATLAB Simulink, c'est très facile. Pour voir la commande, on peut même ici, alors je peux me reconnecter, hein, donc je vais refaire ma manip. Il faudrait que j'agrandisse. Alors, je vais relancer, alors même si c'est déjà chaud, ce n'est pas un problème. Encore que je vais changer l'eau. J'en ai pour une seconde. J'en profite, il y a une réponse aussi, je ne sais pas si tout le monde l'a vu. Pourquoi on utilisait ACTN et pas une PT100 externe? Donc ça, c'était possible aussi d'utiliser une PT100 externe. On ne l'a pas fait parce que justement, dans le cahier des charges, le but, c'était d'utiliser la bouilloire de base, donc avec son capteur de base, donc l'ACTN. Mais on pourrait également le faire avec une CTN externe. On a d'ailleurs une activité où on qualifie la réponse de la CTN par rapport aux besoins avec une PT100 externe. La CTN externe est fournie, hein. Donc, comme vous la voyez là, il y a une adaptation pour la mettre dans le bec. On voit plus ou moins là, voilà. Donc, et on la raccorde sur l'arrière de la carte. Et évidemment, comme vous l'a dit Laurent, le but c'est de qualifier la chaîne de mesure
de la bouilloire. Alors, si on a 2 secondes, je pourrais vous le montrer. Là, je reviens simplement à l'aspect modulation. On peut sans problème voir la modulation. Je relance, donc là, je remets en marche, je relance ma simulation. Alors, y arriver, oui. Voilà. Des fois, c'est bloqué. Le webinaire pose quand même quelques petits problèmes de fonctionnement. Voilà, donc là, le relevé va se lancer. Voilà, donc là, on a relancé le relevé. Bon, là, je n'ai pas recalé les 2 valeurs, mais si on veut voir la modulation, il suffit de se mettre… Alors, ici, voilà, là, on pourrait mettre un scope à ce niveau-là, où là, on peut voir la commande de… Vous voyez, là, actuellement, je suis à 100% de la commande. Autrement dit, mon relais statique est passant en permanence. Et on va voir ensuite que ça va baisser au fur et à mesure. Voilà, donc là, on commence à moduler. J'espère que vous voyez sur… Alors, on module, on n'est pas dans du tout ou rien, justement. Alors, on peut évidemment vérifier que dans le modèle, on a à peu près la même chose. Alors ici, si on mettait un scope, évidemment, on observerait des ondes PWM, donc il faudrait interpréter. Est-ce que j'ai été… C'est bon, toute explication? Oui, c'est bon. Enfin, bon, je pense que c'est compris et que ça, on peut également l'envoyer vers un chronogramme également. Ça fait possible. Oui. Après, il y a un problème d'échelle, ce que j'expliquais aussi. Donc, avoir une échelle qui soit cohérente, il faut mieux mettre 2 chronogrammes l'un en dessous de l'autre que d'avoir tout sur le même chronogramme. Oui, bien sûr. Voilà, donc on a fait à peu près le tour des questions, hein, me semble-t-il. Donc c'est vrai que on te remercie encore une fois, Jackie, pour ces belles démonstrations en direct. Hein, et en plus, toi, Désolé pour les petits problèmes de… Non, mais ça serait intéressant d'ailleurs d'observer vraiment le fait que ça… Non, parce que là, ça a l'air de mieux fonctionner. Alors, Voilà. j'ai un peu du mal à suivre, là. Vous voyez, je n'ai pas changé grand-chose. Voilà. C'est bizarre. Mais je passe ça hors webinaire, ça fonctionne bien. Donc là, ça a l'air de fonctionner normalement. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis sûr que tu vas refaire des essais. Non, mais ça a toujours fonctionné. Voilà. Ça fait 1 an et quelques que ça fonctionne. Ça s'appelle l'effet Bonaldi, ça s'appelle. Donc là, on voit, alors là, ça a l'air d'aller mieux, je ne sais pas pourquoi. Mais donc, on voit qu'on a quand même bien atteint le but. On est bien dans les relevés que je vous ai montrés tout à l'heure et que j'avais fait hier. Ok, super. Moi, il y a juste une petite chose, enfin, on n'a pas parlé, mais c'est vrai que par endroit, on est en Kelvin, hein, et d'autres en degrés, hein, d'où la différence tout à l'heure quand tu appelé 293, 294. Voilà. Je te comprends mal, Fred. Non, je disais tout à l'heure, au niveau des températures initiales, tu mettais 293, 294, c'est Kelvin, donc c'était pour voilà, dire que Kelvin, c'était donc Oui, il s'agit de Kelvin, voilà, c'est voilà. marqué là. Hein, donc ça permet un petit peu aussi à… En fait, oui, là je ne l'ai pas précisé. Attends, je te coupe. Bon, j'arrête là, vous voyez, donc la performance est tout à fait satisfaisante. Vous m'entendez là?
Oui, bien sûr, vas-y. Alors, juste pour montrer, en fait, là, je règle la température initiale de l'eau parce qu'en fait, euh, cette température initiale, elle figure dans la masse thermique. Vous voyez, que j'ai réglée à 293. Elle est transférée par cette variable-là. Donc, si ici je mets 291, je vais la retrouver. C'est pour éviter de réouvrir le bloc à chaque fois et d'aller modifier. D'accord. Ouais. Et théoriquement, je ne sais pas si ça l'envoie aussi là, je me souviens plus par contre. Non, là, de toute façon, ça j'en ai pas trop parlé, mais comme ça joue un rôle très, très marginal, je ne suis pas allé les modifier. Enfin, elles sont de l'ordre de la température ambiante. Mm. Dans tous les cas, super. Jackie, merci Laurent, merci Jackie. On a été très heureux de, de vous accueillir. Il y a une question subsidiaire qui t'est posée, Laurent, auquel tu vas pouvoir peut-être répondre en termes de tarifs du système didactisé. Laurent. Oui, j'arrive 2 secondes, je suis en train de chercher. D'accord. Désolé. C'est pas cher. Hop, c'est où? Avec un peu d'intégrale. 1850 € hors taxe. Voilà. 1850 € hors taxe. N'hésitez pas à revenir vers Laurent pour ça. Voilà, donc un grand merci à vous tous de nous avoir suivis. Je veux juste dire un petit mot, puis je te laisse conclure. Vas-y. Donc, juste pour finir, là, c'est ce que j'avais dit en préambule, hein, le but n'est pas de faire une formation à la régulation, hein, c'est de montrer un peu une démarche, on va dire, d'ingénierie guidée, mais on s'aperçoit quand même qu'à l'arrivée, on a bien obtenu le résultat souhaité, même si sur le papier, ce n'est pas évident a priori. Et donc là, vous voyez le résultat. Donc on est bien à un temps de montée de 200 degrés, 200 secondes et puis une précision correcte. Voilà, donc c'était sans prétention exagérée, mais ça montre quand même, je pense, un peu toutes les possibilités qu'on a avec les outils que je vous ai montrés. Voilà, je vous remercie et au plaisir de vous retrouver sur d'autres webinars. Voilà, super Jackie. Ben justement, un autre webinaire qui est programmé avec Laurent et toi, Jackie, c'est un webinaire sur Access Lab. Laurent, si tu veux nous dire 2 mots, non, s'il te plaît? Bah oui, donc c'est pour jeudi prochain, donc Voilà. l'après-midi sera. On fera sur Access Lab, c'est plutôt orienté STI 2D. Et l'idée du webinaire, c'est plutôt comment utiliser un matériel en activité pratique et en projet après derrière. C'est un peu l'orientation qu'on va donner à ce webinaire-là, sur un produit qui est plutôt dédié à STI 2D, donc l'Access Lab, et les différents contrôles d'accès, différentes méthodes de contrôle d'accès, aussi bien pour l'authentification que pour la commande de la partie opérative. Je veux remercier d'abord ERM pour nous avoir permis, via la plateforme Zoom, de faire ce webinaire. Jackie, pour remercier encore pour son travail et sa disponibilité. J'espère que tout le monde est satisfait, vu le nombre de spectateurs présents toujours à la fin. Je pense que vous avez apprécié la présentation. Merci à tous donc d'avoir été présents et d'avoir suivi ce webinaire. On reste disponible pour toute question technique qui n'a pas trouvé réponse ou qui viendrait plus tard. Il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à nous recontacter. Et merci également à Ascension qui a participé et qui nous a également aidé dans tout ce développement-là. Bonne journée à tous. Voilà, voilà. Donc merci. Donc effectivement, donc Access Lab jeudi après-midi à 14h. Hein, donc nous serons le 30, voilà, le 30. Entre-temps, nous avons reprogrammé, bon, comme la période de confinement a été rallongée, la semaine prochaine, nous avons reprogrammé donc 3 avec celui-ci, Access Lab, et 2 nouveaux webinaires. Ça sera pour mardi matin sur les bus de terrain et les bus informatiques, avec de l'exploitation pédagogique
des retours d'expérience d'exploitation pédagogique sur de la SI et sur du bac pro Scène. Et un autre webinaire mercredi, donc le 29 à 10h30 également, sur des projets, voilà, du matériel, pouvoir réaliser des projets à partir de cartes Arduino, ESP32, Raspberry. Voilà. Donc, on vous remercie à tous. Hein. Merci Jackie, merci Laurent, Ascension. Merci à tous les participants hein, d'être venus nous rejoindre. Et je vous ferai parvenir des invitations d'ici la fin de semaine, début de semaine prochaine, pour les futurs webinaires. Donc, encore merci. Et alors, on nous pose une question, voilà, laquelle je vais répondre. Voilà, c'est une personne qui est arrivée un petit peu en retard et l'enregistrement sera disponible. Alors, laissez-moi juste le temps de récupérer l'enregistrement et derrière, il sera disponible hein, sur les chaînes YouTube de SET et de ERM Automatisme. Je pense qu'en fin de journée, maximum, début d'après-midi, elles seront disponibles. Voilà. Encore une fois, merci. Je vous souhaite un bon appétit et puis je vous dis à très bientôt, j'espère. Merci.